Ma camarade de classe a raconté à toute l'école que mon ami avait simulé une tentative de plongeon dans les égouts pour attirer l'attention, tout en distribuant des autocollants de la ligne d'aide au suicide avec son visage dessus. Quand je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, elle m'a souri gentiment et a dit « J'essaie juste de t'aider à être honnête sur qui tu es ». Je n'ai pas répondu un mot. C'était il y a 9 mois. La semaine dernière, elle a sursauté quand quelqu'un a mentionné mon nom. Renée Wilkins est revenue dans notre académie d'élite après 2 mois dans un établissement psychiatrique et elle est entrée directement dans une exécution sociale. Voilà la fille qui a simulé une tentative de suicide pour attirer l'attention, a annoncé Amy dans toute la cafétéria, s'assurant que tout le monde entende bien le mot « simulé ». En 24 heures, Renée est passée de présidente du conseil des élèves à intouchable. Ses lettres de recommandation pour Harvard ont disparu du bureau du conseiller d'orientation. Ses professeurs d'AP ne semblaient même plus se souvenir de son nom. Les parents ont retiré leurs enfants de ces groupes d'études, comme si la maladie mentale était contagieuse. Une fois, j'ai essayé de m'asseoir avec elle au déjeuner, mais ma meilleure amie m'a tiré par le bras. Ne sois pas stupide. Elle est toxique. Elle prépare sûrement son prochain numéro. J'ai observé Renée pendant des semaines après ça, et ce que j'ai vu ne collait pas du tout avec le récit qu'on vendait. La fille qu'on traitait de manipulatrice en quête d'attention passait ses heures libres à aider des élèves à la bibliothèque, à écrire des lettres de motivation pour des étudiants dont les parents ne parlaient pas anglais, à payer discrètement des cours de préparation au SAT pour des familles qui n'en avaient pas les moyens. Elle faisait tout anonymement, pendant que ces mêmes élèves l'appelaient « la folle » dans les couloirs. Pendant ce temps, Amy menait une campagne de destruction méthodique. Renée a été déchue de son poste au gouvernement des élèves pour des raisons de santé. Sa place de parking a été donnée au cousin d'Amy. Son casier a été recouvert d'autocollants de la ligne d'aide au suicide par le comité de sensibilisation à la santé mentale, que Amy avait elle-même créé. Le journal de l'école a publié un éditorial sur la maladie mentale performative avec des références à peine voilées à Renée. Mais à travers tout cela, Renée n'a jamais craqué, jamais riposté, elle a gardé la tête baissée, continuant à aider des gens qui la méprisaient. Tout a explosé lors du voyage scolaire de fin d'année au lac. Trish, une élève boursière discrète, s'est mise à s'étouffer pendant le dîner. Son visage est passé du rouge au violet en quelques secondes. Choc anaphylactique, des cacahuètes cachées dans les pattes. Elle se tenait la gorge, les yeux exorbités, pendant que tout le monde criait sans rien faire. Les accompagnateurs étaient en train de boire dans la cabane du personnel. L'infirmière était partie plus tôt. Trish était littéralement en train de mourir devant nous. C'est là que Renée a bougé comme si elle avait été propulsée par un canon, bousculant la foule paniquée. « Où est ton épipène ? Il est où ?» Elle a vidé le sac de Trish, cherchant frénétiquement. Comme Trish ne pouvait pas parler, Renée n'a pas perdu de temps. Elle a trouvé le stylo et l'a enfoncé dans la cuisse de Trish, comptant à haute voix. Mais Trish ne respirait plus, complètement inerte. Renée lui a basculé la tête en arrière, dégagé les voies respiratoires, et a commencé le bouche à bouche, comptant les compressions entre chaque souffle. Le reste d'entre nous était figé, à regarder la paria du campus littéralement redonner vie à quelqu'un. Après ce qui m'a semblé une éternité, Trish a halté, sa poitrine s'est remise à bouger. Renée lui avait sauvé la vie. Mais au matin, Amy avait déjà réécrit le récit. N'est-ce pas pratique que Renée ait su exactement quoi faire ? Elle a dit au chaperon revenu, presque comme si elle avait tout prévu, tout comme sa fausse tentative. Comportement typique d'une chercheuse d'attention. La direction a interdit à Renée de participer au reste du voyage. Les parents ont exigé une enquête pour savoir si elle avait orchestré la réaction allergique pour jouer les héroïnes. L'infirmière scolaire l'a interrogée sur la manière dont une adolescente connaissait les gestes de premier secours. La fille qui venait de sauver une vie a été renvoyée chez elle dans la honte, pendant qu'Amy convainquait Trish de déposer une plainte formelle. C'est là que tout a explosé. Quelqu'un s'est introduit dans la base de données confidentielle de l'école et a publié tout le dossier psychiatrique de Renée sur la page de Confessions anonymes. Transcription de thérapie, liste de médicaments, notes détaillées sur sa tentative, tout. Les commentaires étaient atroces. Elle aurait dû finir le boulot. Sélection naturelle. Manipulatrice démasquée. En quelques heures, Harvard a révoqué son admission anticipée, invoquant des préoccupations de caractère soulevées par sa communauté. Yale et Princeton ont suivi. Ses pneus ont été crevés sur le parking étudiant. Quelqu'un a tagué « Meurs mieux » sur sa voiture. Un matin, j'ai trouvé Renée sur le toit du bâtiment de sciences, les jambes dans le vide, 4 étages au-dessus du béton. Quand elle m'a vu, elle ne s'est pas reculée. Tu es la seule à avoir vu au-delà de l'histoire qu'ils ont écrite sur moi. Sa voix était vide, comme si elle avait déjà pris une décision. Tu veux savoir quelque chose de drôle ? Elle a ri, mais ça sonnait comme du verre brisé. Je n'ai jamais voulu attirer l'attention. Je voulais disparaître complètement. C'était ça, la tentative. Mais ils ont transformé ça aussi en spectacle. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des captures d'écran que je n'ai pas comprises tout de suite. Des messages de la mère d'Amy, datant de 2 semaines avant la tentative de Renée, si tu dis à qui que ce soit ce que tu as vu, je détruirai ta vie et la carrière de ton père.
Tu n'es qu'une gamine stupide qui ne comprend rien aux affaires d'adultes. La vérité m'a frappé comme une massue. René avait surpris son père en train de coucher avec la mère d'Amy, chez elle. Amy le savait depuis le début. Chaque acte de cruauté avait été soigneusement planifié pour discréditer René avant qu'elle puisse révéler une liaison qui entraînerait des divorces valant des millions. Amy protège son héritage en me détruisant, a dit René en se levant, s'approchant du bord, pour que personne ne croie ce que je pourrais dire. Mais peut-être qu'il est temps que tout le monde sache. Elle a regardé le vide sous elle. Ou peut-être que je devrais juste leur donner ce qu'ils veulent depuis le début. Personne ne croit que ce que je fais est réel, alors pourquoi ne pas le rendre réel cette fois? Ses doigts serraient le téléphone si fort que ses jointures en devenaient blanches. Le vent soufflait fort, faisant voler ses cheveux sur son visage alors qu'elle faisait un pas de plus vers le vide. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. La main de René tremblait alors qu'elle tenait son téléphone au-dessus du vide. Elle m'a regardé une dernière fois, puis a regardé l'écran. Son pouce a flotté au-dessus du bouton de partage pendant une éternité, puis sa prise s'est desserrée. Le téléphone est tombé, tournoyant dans les airs jusqu'à s'écraser sur le béton en contrebas. Les morceaux se sont dispersés comme des éclats sur le trottoir. Ses jambes se sont dérobées sous elle, et elle s'est effondrée en arrière sur le toit, sanglotant dans ses mains. Je me suis précipité vers elle, les saisis par les épaules et tiré loin du bord. Elle ne s'est pas débattue, elle s'est simplement effondrée contre moi, tout son corps secoué de tremblements de fatigue et de chagrin. La porte d'accès au toit s'est ouverte en fracas. Amy est entrée. Pas en courant, pas paniquée, mais en marchant calmement, comme si elle avait répété cette scène. Elle s'est placée entre nous et la porte, le visage soigneusement composé en fausse inquiétude. Amy a sorti son téléphone et a tapé rapidement. J'ai aperçu l'écran quand elle l'a incliné. Elle envoyait un message disant que René allait bien, fausse alerte. Mon estomac s'est retourné quand j'ai vu le nom du contact. Monsieur Wilkins. Le propre père de René. René l'a vu aussi. Son visage est devenu totalement vide, comme si quelqu'un avait arraché son âme par les yeux. Elle s'est redressée, chancelante. Amy a tendu la main vers son bras, l'agrippant avec des doigts qui serraient un peu trop fort. La porte s'est ouverte de nouveau, et Monsieur Peterson, le concierge de nuit, est arrivé avec son seau et sa serpillière. Il s'est arrêté net, l'agacement traversant son visage marqué par les années. Il a marmonné quelque chose à propos de « ces gosses encore sur le toit », complètement inconscient de la gravité de ce qu'il venait d'interrompre. Le masque d'Amy ne s'est jamais fissuré. Elle a expliqué que René ne se sentait pas bien et qu'elle prenait juste un peu l'air. Il a râlé, mais n'a pas posé de questions, trop concentré sur le début de sa tournée. Je regardais le visage de René alors qu'elle réfléchissait à ses options. Elle pouvait crier la vérité maintenant. Dire tout à Monsieur Ed Peterson. Mais quelle preuve avait-elle? Son téléphone gisait en morceaux 4 étages plus bas. Les captures d'écran avaient disparu. Ce serait sa parole contre celle d'Amy. Et on savait tous comment cette histoire finirait. En silence. La prise d'Amy sur son bras se raffermit alors qu'elle la dirigeait vers la porte, insistant pour la raccompagner chez elle pour sa sécurité. J'ai essayé de les suivre, mais Amy s'est retournée, son sourire tranchant comme du verre brisé. Elle m'a suggéré de rentrer chez moi aussi, que mes parents allaient s'inquiéter. La menace sous-entendue était claire. Elles ont disparu dans l'escalier. J'ai couru jusqu'à ma voiture, déterminé à les suivre. Je les ai rattrapées au premier carrefour, restant 2 voitures derrière. Amy a dû me repérer, car au feu jaune, elle a accéléré à fond pendant que je restais bloqué au rouge. Quand le feu est repassé au vert, elles avaient disparu. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message venant d'un numéro inconnu, probablement Amy utilisant le téléphone de René. Elles étaient aux urgences, bien sûr, pour la sécurité de René. Je me suis rendu à l'hôpital et les ai trouvées dans la salle d'attente. Amy était à l'accueil, parlant fort pour bien expliquer qu'elle avait trouvé René sur le toit, insistant sur des mots comme « tentative précédente » et « inquiétude persistante ». Le personnel hochait la tête avec compassion pendant que René, elle, restait silencieuse dans une chaise en plastique, le regard perdu dans le vide. Le père de René est arrivé en moins de 20 minutes. Trop vite. Il devait déjà être en route quand Amy l'a contacté. Il évitait de regarder sa fille pendant qu'il signait les papiers. Une signature rapide, habituée. Ils avaient déjà joué cette scène auparavant. Une infirmière psychiatrique est apparue avec une planchette. Elle a posé des questions à René à propos de délires récents concernant des amis de la famille, une question si spécifique que c'était clair, quelqu'un avait appelé à l'avance avec un scénario préparé. Les épaules de René se sont affaissées un peu plus à chaque question. Le piège se refermait. Je suis sorti discrètement et j'ai repris la route vers l'école. Si René avait laissé des preuves quelque part, je devais les trouver avant eux. J'ai vérifié tous ces endroits habituels, l'espace creux derrière la vitrine à trophées, le vide sous les gradins, l'ancien casier cassé que personne n'utilisait. Tous les cachettes étaient vides. Quelqu'un était passé avant moi. De retour à l'hôpital, la grand-mère de René est arrivée. La peur et la confusion creusaient des rides profondes sur son visage.
Elle avait reçu plusieurs appels concernant la paranoïa croissante de sa petite-fille à propos de membres respectés de la communauté. La vieille femme s'est approchée de René, mais Amy l'a interceptée, murmurant des paroles rassurantes qui n'étaient que des coups de poignard déguisés. Le médecin des urgences, jeune et clairement inconscient des dynamiques familiales impliquées, a consulté le dossier de René. Il a recommandé un suivi en ambulatoire plutôt qu'une hospitalisation. La mère d'Amy est arrivée juste à temps pour entendre cela, ses talons de marque claquant fort contre le linoléum. Son visage trahissait une frustration claire. Elle s'attendait à ce que René soit déjà interné. Mais le médecin est resté ferme. Une petite miséricorde. Plus tard, René a découvert que son ordinateur portable avait disparu de la maison de sa grand-mère. Son père l'avait récupéré, pour le mettre en sécurité, disait-il. La sauvegarde cryptée qu'elle avait créée avant de monter sur le toit était maintenant enfermée dans le bureau de son père, toujours un coup d'avance. Amy publiait des stories floues sur Instagram à propos de soutien aux amis en crise, sans jamais nommer René, laissant les rumeurs remplir les blancs. Les publications récoltaient des likes et des commentaires compatissants d'élèves convaincus de comprendre la situation. Chaque cœur, chaque émoji de main en prière, renforçait le faux récit soigneusement bâti par Amy. René découvrit que la synchronisation des photos de son téléphone avait été désactivée pendant sa visite aux urgences, quand le personnel avait examiné son appareil. La réalisation la frappa alors qu'elle était assise dans sa chambre, essayant d'accéder à la sauvegarde cloud qui aurait dû contenir les captures d'écran. Ses doigts parcouraient frénétiquement les paramètres, mais les preuves avaient disparu, effacées pendant ces 20 minutes de contrôle de sécurité de routine. Le conseiller d'orientation de l'école avait programmé des séances obligatoires avec René, mais les annulait systématiquement à la dernière minute. Chaque annulation s'accompagnait de vagues excuses à propos de réunions du conseil d'administration. René se présentait à l'heure, s'asseyait dans les fauteuils inconfortables du couloir, pour qu'on lui dise de reprogrammer. Un schéma clair après la 3e fois. On la maintenait dans une incertitude constante concernant son statut d'élève. René tenta de prendre en photo d'anciens relevés de cartes bancaires qu'elle avait trouvés dans le tiroir de sa mère, espérant documenter la chronologie d'achat d'hôtels et de restaurants. Mais ses mains tremblaient tellement à cause des nouveaux ajustements de traitement que chaque image était floue. Les tremblements avaient commencé après sa visite aux urgences, lorsque ses prescriptions avaient été optimisées pour sa sécurité. Elle essaya de caler son téléphone contre le bureau, mais tout son corps la trahissait, transformant de potentielles preuves en traînées de lumière inutilisables. Elle réussit à enregistrer son père avec son ancien dictaphone de son cours de journalisme. La conversation eut lieu dans la cuisine, pendant qu'il préparait du café, inconscient du micro caché dans la poche de son sweat. Il reconnut l'existence de l'affaire, mais affirma que c'était plus compliqué qu'elle ne le comprenait. Comprendre. Sur l'enregistrement, il disait que sa mère était au courant et avait donné son accord avant de tomber malade. Cette révélation retourna l'estomac de René, une couche de trahison supplémentaire qu'elle n'aurait jamais imaginée. 2 professeurs prirent René à part, séparément, après les cours, exprimant leur inquiétude privée à propos de ses absences de plus en plus fréquentes. Ils parlaient à voix basse, ajoutant qu'ils ne voulaient pas s'immiscer dans des affaires familiales. L'un d'eux mentionna sa prochaine évaluation de titularisation en regardant par-dessus son épaule. Les 2 conversations se terminèrent de la même manière, regard compatissant, aucune action. Je remarquai que les réseaux sociaux de René continuaient à publier comme si de rien n'était. Des mises à jour joyeuses sur les préparatifs pour la fac et l'excitation de la remise des diplômes apparaissaient chaque jour. Le ton ressemblait au sien, mais c'était creux. Comme si quelqu'un avait étudié sa façon d'écrire et tenté de la reproduire, sans comprendre la personne derrière les mots. Les commentaires d'amis inquiets restaient sans réponse, pendant que le masque de normalité se maintenait. La sœur de Trish m'a abordé sur le parking, les yeux pleins de larmes. Elle voulait aider, mais Trish l'avait supplié de ne pas s'en mêler. Leur renouvellement de carte verte dépendait de la lettre de recommandation de la mère d'Amy. Le choix entre aider René ou protéger l'avenir de leur famille n'en était pas un. Elle a glissé un petit mot froissé dans ma main avant de s'éloigner rapidement. Le mot venait de Trish, écrit au dos de sa lettre d'acceptation à l'université. 3 phrases, brèves, exprimant des regrets, et expliquant la situation avec la carte verte. Aucune signature, mais je reconnaissais son écriture, vue tant de fois pendant nos travaux de groupe. Même ce simple geste de reconnaissance représentait un immense risque pour sa famille. René trouva une alliée inattendue en la voisine de sa grand-mère, une enseignante à la retraite nommée Madame Chen, qui avait autrefois enseigné à l'académie, des décennies plus tôt. Elle ne se souciait ni du statut social ni des politiques de la communauté. Quand René se présenta à sa porte un soir, épuisé et perdu, Madame Chen lui ouvrit simplement sa maison, sans poser de questions. Elle mentionna avoir déjà vu ce genre de situation auparavant, sans toutefois entrer dans les détails. Le lendemain, Amy tenta de se lier d'amitié avec Madame Chen, arrivant avec des biscuits faits maison et son sourire soigneusement travaillé. La conversation dura moins de 5 minutes. Madame Chen dit franchement à Amy qu'elle ne faisait pas confiance aux enfants qui souriaient trop, puis elle referma la porte. Le masque d'Amy glissa un instant, révélant de la frustration, avant qu'elle ne se reprenne et s'en aille.
Mes propres parents m'invitèrent à une conversation sérieuse au sujet de mon amitié avec René. Ils avaient reçu des appels les mettant en garde contre le fait de favoriser ses délires. L'entreprise de mon père dépendait de contrats avec des sociétés liées à la famille d'Amy. Le message était clair sans être dit directement, continuer à fréquenter René aurait des conséquences allant bien au-delà du simple statut social. Amy se présentait aux côtés du père de René pour effectuer des visites de contrôle chez la grand-mère, sous prétexte de bien-être familial. Il venait 2 fois par semaine, toujours sans prévenir. Sous couvert d'aide aux tâches ménagères, il retirait systématiquement des objets ou les prenait en photo. Des photos de famille disparaissaient dans le sac à main d'Amy. Des documents financiers étaient copiés pour les mettre en sécurité. La grand-mère, de plus en plus confuse, ne parvenait pas à suivre ce qui était pris. René reconnaissait la manipulation, mais peinait à distinguer les effets de la manipulation de ceux de la réalité. Son traitement la rendait véritablement oublieuse, semant le doute sur ses propres perceptions. Certains jours, elle ne se souvenait même pas si elle avait pris son petit déjeuner ou ce qu'elle avait fait la veille au soir. La frontière entre effets secondaires et sabotage devenait floue, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus faire confiance à son propre esprit. Mais la grand-mère mentionna un détail qui changea tout. Elle se souvenait très clairement d'avoir vu la mère d'Amy sortir de leur maison durant la dernière maladie de la mère de René, 2 ans auparavant. La mémoire de la vieille dame était précise sur ce point, elle se rappelait la mère d'Amy ajustant sa jupe en se dépêchant de rejoindre sa voiture à des heures étranges. L'affaire avait eu lieu alors que la mère de René mourait d'un cancer. Trish, quant à elle, évitait totalement René au lycée, empruntant des trajets différents entre les cours et déjeunant à la bibliothèque. Mais elle laissa une note non signée dans la boîte aux lettres de René, s'excusant à nouveau et expliquant que sa famille dépendait du parrainage reçu. La note était écrite au dos de sa lettre d'acceptation universitaire. Elle avait sacrifié un symbole de son rêve pour demander pardon. Ce geste n'était pas perdu pour René. René tenta de tout consigner dans un journal, une chronologie des événements et des preuves, mais des pages continuaient de disparaître. Parfois, elles étaient arrachées proprement. D'autres fois, des sections entières s'évaporaient. Elle ne parvenait pas à déterminer si c'était elle, dans un état second à cause de ses médicaments, qui les avait retirés, ou si quelqu'un d'autre avait eu accès à sa chambre. L'incertitude la rongeait plus encore que les pages manquantes. Un policier se présenta un jour pour un contrôle de bien-être, demandé par des membres de la famille inquiets. Il trouva René agité, mais pas en danger immédiat. Son rapport décrivait son état émotionnel en termes neutres, évitant tout langage pouvant déclencher une intervention obligatoire. Une intervention. Il semblait mal à l'aise avec la situation mais suivit le protocole, repartant après avoir confirmé qu'elle ne représentait aucun danger pour elle-même ni pour autrui. Madame Chen et moi nous retrouvions secrètement à la bibliothèque municipale, réalisant que nous étions les seuls à vouloir réellement aider René. Nous nous asseyions dans un coin reculé, parlant à voix basse de ce que nous avions observé. Ni l'une ni l'autre n'avions les ressources ou l'influence pour affronter ce qui se passait. Madame Chen évoqua ses propres luttes contre les structures de pouvoir de la ville, des années plus tôt. La bibliothécaire flottait nerveusement à proximité, visiblement au courant de notre discussion mais choisissant de détourner le regard. René aperçut Amy entrer dans un garde-meuble en face de l'épicerie. Elle resta 3 heures dans sa voiture à essayer de deviner quelle unité Amy avait utilisée. Mais l'installation avait plusieurs entrées et des caméras de sécurité. Amy sortit par une sortie différente, rendant impossible toute tentative de traçage. Ce qu'elle cachait restait caché. Un collègue du père de René mentionna, de façon apparemment anodine à l'épicerie, que celui-ci avait pris beaucoup de congés pour des problèmes familiaux. La révélation surprit René. Elle ignorait l'instabilité professionnelle de son père. Le malaise du collègue laissa penser qu'il y avait davantage à découvrir, mais il s'éclipsa rapidement, marmonnant qu'il devait rentrer chez lui. Lorsqu'elle croisa Amy à la pharmacie, René ne dit rien. Amy exprima bruyamment son inquiétude aux autres clients à propos des difficultés de sa chère amie. Elle parla de sensibilisation à la santé mentale et de l'importance du soutien communautaire, tandis que René restait figé dans l'allée. Le pharmacien refusait de croiser son regard, se concentrant avec zèle sur des étagères déjà parfaitement rangées. René comprit que le 80e anniversaire de sa grand-mère approchait en entendant des parents discuter des préparatifs du traiteur. On disait aux membres de la famille qu'il serait préférable que René n'assiste pas à la fête, trop accablante pour son état fragile. L'organisation avançait sans elle, sans qu'on ne lui demande son avis, une autre tentative pour l'effacer de la vie familiale. Madame Chen confia avoir signalé ses inquiétudes au service de protection des adultes concernant une possible exploitation de la grand-mère. La réponse fut prévisible, les affaires familiales sont complexes, et sans preuve concrète de maltraitance, ils ne pouvaient pas intervenir. Le système censé protéger les adultes vulnérables comportait trop de failles, trop de façons de dissimuler les abus derrière la vie privée familiale. René se demandait sans cesse si le stress et le manque de sommeil n'affectaient pas l'efficacité de son traitement. Certains jours, elle se sentait surmédicamentée malgré des doses inchangées, ses pensées se traînant dans une brume épaisse. D'autres jours, l'anxiété la submergeait comme des vagues violentes. Elle ne faisait plus confiance à ses perceptions,
incapable de distinguer les effets pharmaceutiques de la guerre psychologique. Amy proposa d'organiser une thérapie familiale avec une thérapeute qui, par hasard, était une ancienne camarade de faculté de sa mère. La suggestion était enveloppée de bienveillance et de raison. La thérapeute était spécialisée dans la réconciliation familiale et la guérison des fractures causées par les crises de santé mentale. Chaque mot de la proposition suintait la manipulation calculée. Les courriels de l'école concernant les exigences de fin d'études étaient envoyés exclusivement au père de René, qui ne les lui transmettait pas. René le découvrit après coup, lorsque le délai pour les photos de fin d'année fut dépassé sans qu'elle n'en ait eu connaissance. Le photographe en parla comme si elle avait simplement choisi de ne pas y participer. Une autre petit effacement. Une autre manière de l'effacer de sa propre vie. L'étendue de la négligence de son père devint évidente quand René apprit qu'il avait ignoré plusieurs prolongations de délai pour l'envoi de ses relevés de notes. Alors qu'elle luttait dans une crise qu'il avait contribué à créer, il laissait les démarches administratives s'effondrer. Les universités qu'il avait acceptées commencèrent à annuler leurs offres à cause de l'absence de documents. Chaque courriel de refus résonnait comme une porte qui se refermait violemment. Le cercle d'amis proches d'amis lui restait fidèle, mais les connaissances périphériques s'éloignaient peu à peu. Elles étaient mal à l'aise, mais refusaient de prendre parti dans ce qu'elles percevaient comme des histoires de famille. L'isolement social s'installa progressivement. Moins de réponses aux messages, des invitations déclinées, des conversations qui s'interrompaient quand René approchait, une mort par 1000 petits abandons. Le père de René lança une procédure d'évaluation de compétences pour la grand-mère, invoquant des inquiétudes liées à une récente hospitalisation. Les documents juridiques révélèrent le véritable objectif d'Amy, prendre le contrôle financier des biens de René. Celle-ci comprit avec une horreur croissante qu'elle n'était pas seulement discréditée, elle était coupée de tout héritage potentiel et de tout soutien familial. Mes parents avaient été contactés par René après que des partenaires commerciaux les avaient mis sous pression, mais nous avions trouvé un moyen de nous rencontrer en secret à la bibliothèque municipale pendant les heures d'études. La bibliothécaire, Madame Martinez, nous couvrait discrètement. Elle avait toujours quelque chose à réorganiser dans les rayons proches de nous lorsque d'autres usagers s'approchaient, nous donnant un avertissement pour que nous paraissions assis séparément. Ces rendez-vous à la bibliothèque devinrent le seul point stable de René dans un monde devenu hostile. 2 heures, 2 fois par semaine, où quelqu'un la croyait, où elle pouvait parler librement sans craindre d'être interprétée ou enregistrée. Nous nous asseyions à des tables différentes, nous échangeant des petits mots comme des collégiens, trouvant refuge dans le silence entre les étagères. Malgré tout, René refusait de nommer publiquement d'autres victimes potentielles de la mère d'Amy. Elle soupçonnait qu'il y en avait. Des femmes qui avaient quitté la ville soudainement, des familles qui s'étaient disloquées sans explication, mais sans preuve, une accusation ne ferait qu'alimenter la version des faits qui la faisait passer pour instable. Sa retenue venait de la sagesse, non de la faiblesse. Lors d'une rencontre fortuite à la banque, René demanda directement à Amy pourquoi elle faisait tout cela. La réponse d'Amy révéla l'ampleur de son auto-illusion. Elle parut sincèrement confuse, affirmant qu'elle ne faisait que vouloir aider. La performance était si convaincante qu'Amy semblait croire elle-même à son récit d'amitié bienveillante. Le gaslighting était si profond que même la manipulatrice était prisonnière de son propre mensonge. La fille de Madame Hitchen, une assistante juridique, examina les documents bénévolement, mais ne trouva rien de légalement exploitable. Les manipulations étaient trop subtiles, dissimulées derrière une façade de préoccupation familiale et d'autorité médicale. Chaque acte cruel pouvait être justifié. Le système n'était pas conçu pour faire face à une guerre psychologique déguisée en soins. Une amie d'Amy admit en privé qu'elle se sentait mal à l'aise face à la situation, mais ses parents étaient associés en affaires avec la famille d'Amy. Prendre la défense de René revenait à risquer la stabilité financière de sa propre famille. Elle s'excusa de sa lâcheté tout en expliquant pourquoi elle ne pouvait pas se permettre d'être courageuse. Cette conversation mit en lumière l'influence tentaculaire de la famille d'Amy, créant une toile de complicité. René dressa une carte des connexions entre la famille d'Amy et les professionnels de la ville, des médecins membres du même club de golf, des avocats ayant des investissements communs, des thérapeutes présents au même gala de charité. Chaque potentiel défenseur avait un conflit d'intérêts. La réalité d'une petite ville, c'était l'absence de voix réellement indépendante. Les préparatifs pour l'anniversaire de la grand-mère se poursuivirent sans que René y soit associé. Elle apprit les détails du traiteur en voyant une camionnette garée devant la maison. Depuis la fenêtre de Madame Chen, elle observa les membres de sa famille arriver avec des cadeaux et des fleurs. Son absence fut expliquée aux invités comme nécessaire pour le bien de tous. Encore un mensonge, enveloppé de fausses sollicitudes. Une réunion de famille que René pensait être une tentative de réconciliation se transforma en guet-apens. On lui présenta 2 options, une école thérapeutique en Utah ou aller vivre chez une tante à 3 états de là. Le choix fut présenté comme une offre généreuse. Il ne l'exilait pas, il l'aidait. Son père évitait son regard pendant que la mère d'Amy détaillait les avantages de chaque solution. Le directeur convoqua René dans son bureau en privé. Il exprima sa sympathie personnelle tout en expliquant qu'il était contraint par les jeux de pouvoir du conseil d'administration et la pression des donateurs. Il lui montra les papiers de transfert déjà préparés,
suggérant que ce serait plus simple pour tout le monde qu'elle termine son année ailleurs. Son regret paraissait sincère, mais restait dénué de sens. Le contrôle d'Amy montra ses premières fissures lorsque ses amis commencèrent à poser des questions sur l'absence de René aux événements de fin d'année. Ses explications habituelles devinrent tranchantes, laissant entrevoir des éclairs de colère. Elle s'énerva contre une amie de longue date qui suggéra qu'elles étaient peut-être trop dures. Le masque était parfait, mais pas indestructible. La pression révélait la vraie personne en dessous. Madame Chen évoqua les problèmes que sa propre fille avait eus avec la mère d'Amy, des années plus tôt. Rien de prouvable, rien d'actionnable, mais un schéma de réputation détruite et de disparitions opportunes. Cette ancienne enseignante avait observé les méthodes de cette famille pendant des décennies. Elle avait appris à tout documenter, tout en n'attendant plus la justice de nulle part. René aida la famille de Trish à trouver un nouvel avocat spécialisé en immigration grâce au contact de Madame Chen. Elle ne demanda rien en retour, se contentant de faire l'introduction avant de se retirer. Trish pleura de soulagement et de honte quand l'avocat accepta de travailler bénévolement. Le pouvoir de la lettre de parrainage était brisé, même si la reconnaissance de la famille était mêlée de culpabilité pour leur abandon passé. 3 camarades de classe firent en sorte que René reçoive les informations liées à la remise de diplôme malgré les obstacles administratifs. Des copies anonymes apparurent dans sa voiture, glissées sous les essuie-glaces à l'aube, de petits actes de rébellion qui comportaient un risque social, mais conservaient une décence humaine. Tout le monde n'avait pas été corrompu par le récit officiel. Les tentatives d'Amy de faire révoquer la carte de bibliothèque de René échouèrent lorsque Madame Martinez rappela que la politique exigeait une condamnation pénale pour une telle action. Cette petite victoire avait un goût amer, mais restait importante. Certains systèmes fonctionnaient encore correctement. Certaines personnes suivaient encore les règles plutôt que l'influence. La bibliothèque demeurait un sanctuaire. Le père d'Amy mentionna à son partenaire de golf que sa femme était stressée à propos d'une situation impliquant une amie de leur fille. La première fissure dans leur façade d'unité apparut dans une conversation banale. Ce partenaire de golf était aussi le médecin de la grand-mère, qui nota mentalement l'information avec une inquiétude croissante sur le déclin cognitif récent de sa patiente. Des enseignants qui ignoraient René auparavant commencèrent à la saluer dans les couloirs. De petits signes de tête, des regards brefs, des gestes minimes qui ne risquaient rien mais offraient une reconnaissance humaine élémentaire. Perceptible. La conscience agissait lentement chez ceux qui avaient choisi le confort au lieu du courage. Une employée de banque confia à Madame Chen qu'elle avait vu le père de René et la mère d'Amy venir souvent au coffre, toujours à des heures creuses, séparément mais à quelques minutes d'intervalle. Elle n'y avait prêté aucune attention jusqu'à ce que les questions de Madame Chen la fassent reconsidérer ce qu'elle avait vu. L'anniversaire de la grand-mère arriva, avec René toujours interdite d'y assister. Depuis la fenêtre de Madame Chen, elle vit sa famille célébrer sans elle. La vieille dame sembla confuse pendant toute la fête, demandant sans cesse où était sa petite fille. Les membres de la famille détournèrent ces questions avec des explications toutes prêtes sur le fait que René avait besoin de repos. Pendant la fête, la grand-mère devint de plus en plus agitée à propos de l'absence de René. Les invités se mirent à échanger des regards significatifs tandis qu'elle insistait sur le fait que quelque chose n'allait pas, que René devait être là. Les membres de la famille attribuèrent sa confusion à son état, mais le récit ne tenait plus aussi fermement que la famille d'Amy le croyait. René faisait face à un choix impossible. Se sauver elle-même signifiait peut-être abandonner sa grand-mère. Partir à l'université ou accepter l'exil, c'était s'éloigner de la dernière personne qui la soutenait, mais rester signifiait subir encore la violence psychologique, sans aucune garantie de pouvoir protéger qui que ce soit. La décision ressemblait à un choix entre différentes formes de mort. Quand Amy se présenta chez Madame Chen accompagnée d'un agent de contrôle de bien-être, René répondit avec un calme calculé. Elle montra à l'agent ses inscriptions à des cours en ligne, démontra sa routine quotidienne, présenta des preuves de stabilité. Stabilité. L'agent ne nota aucun signe de détresse ou de danger. La frustration d'Amy était à peine dissimulée alors qu'une autre tentative d'intervention forcée échouait. L'épouse du principal mentionna lors de son club de lecture que la situation de René semblait étrange. Son observation déclencha des discussions discrètes parmi les maires de la ville, qui avaient remarqué des incohérences dans le récit. Des chuchotements commencèrent dans des espaces que la famille d'Amy ne pouvait pas surveiller. Club de lecture, cours de yoga, réunions privées où les femmes comparaient leurs observations. La famille de Trisha offrit une chambre à René si elle avait besoin de fuir. Toutes deux comprenaient que cette offre comportait des risques. Une éventuelle représaille contre les personnes la soutenant restait possible, mais la culpabilité et la gratitude avaient modifié le calcul. Elle pouvait offrir un refuge même sans pouvoir apporter de soutien public. Le geste signifiait tout malgré ses limites. Le père de René avoua, ivre, dans un bar local que tout avait échappé à son contrôle. Plusieurs clients entendirent ses divagations sur ses erreurs et sa culpabilité. Le barman était mon oncle, qui partagea ensuite cette information. C'était la première véritable confirmation que le père de René avait du mal à vivre avec ses choix. La mère d'Amy intensifia les choses en suggérant un internat thérapeutique dans l'Utah, présentant des brochures brillantes lors d'une nouvelle réunion familiale.
L'établissement était spécialisé dans les adolescents en difficulté souffrant de troubles de la réalité. Le programme comprenait un isolement total des influences extérieures et une thérapie intensive pour traiter les délires. Chaque page de la brochure ressemblait à une prison déguisée en traitement. Les informations de mon oncle offrirent à René sa première preuve concrète de la culpabilité de son père. Savoir qu'il luttait ne changeait pas la situation mais validait sa réalité. Il n'avait pas été complètement corrompu, juste faible, égoïste, et piégé par ses propres choix. Cette distinction importait, même si le résultat restait le même. Les parents d'Amy eurent une dispute publique au country club à propos d'argent. Des membres entendirent des mots durs concernant les dépenses et la sécurité de l'héritage. La façade de famille parfaite se fissura devant l'élite de la ville. Le stress financier sapait leur unité, laissant entendre que l'héritage qu'Amy protégeait n'était peut-être pas aussi sécurisé qu'on le croyait. Plusieurs membres de la communauté approchèrent René discrètement pour lui dire qu'ils croyaient à son histoire. Ils lui murmurèrent leur soutien dans les rayons des supermarchés ou sur des parkings, mais avouèrent qu'ils ne pouvaient pas prendre position publiquement. Leurs relations professionnelles, leur statut social, l'avenir de leurs enfants, tout dépendait de leur silence. De la lâcheté maquillée en pragmatisme, mais au moins honnête dans sa nature. Le médecin de la grand-mère nota des préoccupations concernant son déclin cognitif rapide et les changements soudains de médication. Ces notes détaillaient soigneusement des symptômes incompatibles avec la progression naturelle de sa démence légère. Il ne pouvait pas prouver un préjudice intentionnel, mais il créa un dossier médical suggérant des irrégularités. Le devoir professionnel rencontra la conscience personnelle dans des observations formulées avec soin. Muni des préoccupations documentées du médecin, René tenta de demander une tutelle. Cette démarche révéla que son père avait déjà déposé des papiers des mois auparavant, pendant la phase terminale de la maladie de sa mère. La planification avait été plus longue et plus calculée qu'elle ne l'imaginait. Chaque action contre elle avait été orchestrée alors qu'elle pleurait sa mère mourante. En consultant les emails de sa grand-mère pour récupérer des dossiers médicaux, l'ordinateur portable de son père compléta automatiquement son mot de passe, révélant des années de messages avec la mère d'Amy. En lisant les emails, René découvrit que leur relation était plus banale qu'imaginée. Deux personnes égoïstes qui se servaient mutuellement, sans grande conspiration. Elle prit en photo ce qu'elle put avant le retour de son père, mais la plupart des messages étaient trop vagues pour prouver quoi que ce soit. L'audience pour la tutelle eut lieu et René fut autorisé à y assister sans pouvoir prendre la parole, observant son père obtenir le contrôle des biens de sa grand-mère. Les membres de la communauté présents se tortillèrent sur leur siège, mais personne ne s'opposa à la formalisation de la décision familiale. Amy, enhardi par cette victoire juridique, publia des messages sur la guérison familiale tout en insinuant que René allait bientôt recevoir de l'aide. René découvrit que son père avait versé un acompte au centre de l'Utah, en prévision d'un ordre de tutelle, avec une admission programmée après la remise des diplômes. Les parents du narrateur, pressés par des considérations professionnelles, lui ordonnèrent de couper tout contact avec René. René passa 3 jours complètement seul, sans appel ni message, réalisant à quel point elle avait été isolée. Elle décida d'arrêter de se battre et de commencer à survivre, planifiant de tenir jusqu'à ses 18 ans, dans 4 mois. Mais la mère d'Amy accéléra le calendrier, organisant son transfert volontaire vers le centre la veille de la remise des diplômes. Le transport échoua car René passa la nuit chez Madame Chen, qui refusa l'accès à ceux venus la chercher. La police fut appelée pour intervenir, trouvant les documents suspects puisque René avait 17 ans et n'était pas en danger immédiat, ce qui créa un délai de 24 heures. Amy paniqua à propos des promesses de sa mère, disant que ses relations seraient en danger si la situation devenait publique, révélant des failles dans leur assurance. La fille de Madame Chen déposa une injonction d'urgence, invoquant des erreurs de procédure lors de l'audience de tutelle. René choisit d'assister à la remise des diplômes, entrant dans l'auditorium alors que les conversations s'interrompaient et que tout le monde la fixait. Le principal lui permit de marcher, mais refusa d'annoncer son nom, un silence à l'endroit même où elle aurait dû être nommée. La mère d'Amy la confronta sur le parking, mais un parent filmant la cérémonie en direct capta la confrontation en arrière-plan, créant une preuve. Le père de René hésita en voyant sa fille en toge, se souvenant un instant de celle qu'elle avait été avant tout cela. L'injonction fut accordée pour 30 jours, offrant à René un sursis mais pas de solution définitive. Amy admit en privé que chacun avait sa vérité, avant de partir pour Harvard, préservant son récit de protection personnelle. Le père de René entra en cure de désintoxication. L'état de la grand-mère se stabilisa avec une médication appropriée, mais les relations restèrent rompues. La communauté oublia lentement le drame, passant à de nouveaux scandales, tandis que René restait marqué par l'expérience. Elle fêta ses 18 ans dans la chambre d'amis de Madame Chen, enfin libre mais sans famille, argent ou avenir universitaire clair. Les batailles juridiques se poursuivaient en arrière-plan. La demande de tutelle de son père s'affaiblissait à cause de sa cure, laissant une ouverture au médecin de la grand-mère pour intervenir. Le traitement médicamenteux de la vieille femme fut enfin bien géré, et sa confusion diminua suffisamment pour qu'elle demande à plusieurs reprises à voir sa petite-fille. Madame Chen aida René à déposer une demande d'émancipation, utilisant l'injonction comme preuve de dysfonctionnement familial.
Le processus avança lentement à travers les canaux bureaucratiques, pendant que René travaillait de nuit dans un entrepôt, économisant chaque centime. Ses acceptations universitaires étaient perdues, mais un community college restait possible. Elle s'inscrivit à des cours du soir, parmi d'autres étudiants au parcours chaotique. Le médecin de la grand-mère témoigna lors d'une nouvelle audience sur les irrégularités qu'il avait documentées. Le père de René, tout juste sorti de cure mais encore fragile, perdit son sang-froid lors de l'interrogatoire. Le juge ordonna une évaluation indépendante des besoins de soins de la grand-mère. L'influence de la famille d'amis ne pouvait pas atteindre tous les évaluateurs, et les fissures dans leur contrôle s'élargissaient. La famille de Trisha paya discrètement le premier semestre de René, laissant le reçu dans la boîte aux lettres de Madame Chen sans un mot. Un geste né de la culpabilité transformé en action. D'autres petites gentillesses suivirent, des livraisons anonymes de courses, un manteau d'hiver laissé sur le porche, des cartes essence glissées sous l'essuie-glace. La conscience de la communauté agissait dans l'ombre, incapable de confronter directement mais incapable d'ignorer totalement la souffrance. Amy s'épanouissait à Harvard, ses réseaux sociaux reflétant une vie universitaire parfaite, mais ses camarades de l'académie murmuraient ce qui était arrivé à René. L'histoire suivait Amy malgré ses efforts pour la laisser derrière. Certains y croyaient, d'autres la rejetaient comme un simple drame de petite ville. La vérité existait en fragments, sans jamais se transformer en conséquence. Le père de René envoyait des messages auxquels elle ne répondait pas, chacun mêlant apitoiement et regrets vagues. Il ne reconnut jamais clairement ses actes, les enveloppant dans un langage de fautes et de malentendus. La grand-mère reconnaissait parfois René pendant les visites supervisées, tendant les mains vers elle avec une mémoire affective même quand son esprit ne retenait plus les détails. La santé de Madame Chen déclina cet hiver-là. René devint sa soignante, inversant leur rôle. Les derniers mois de la vieille femme furent consacrés à enseigner à René des compétences de survie, comment gérer un budget, naviguer les systèmes, reconstruire une vie à partir de rien. À sa mort, elle laissa à René ses maigres économies et un exemple farouche de résistance. René assistait à ses cours dans le community college, anonyme parmi d'autres étudiants reconstruisant leur vie. Elle travaillait de nuit à remplir des rayons, croisant des camarades qui achetaient leurs courses avec la carte de crédit de leurs parents. La thérapeute de la clinique gratuite écoutait sans jugement, l'aidant à séparer le traumatisme de la vérité. La guérison consistait à réapprendre à faire confiance à ses propres perceptions, à se reconstruire de l'intérieur. La ville passa à d'autres secrets, d'autres scandales. René devint une légende urbaine, une histoire que certains se souvenaient à moitié. Elle construisit sa vie dans l'ombre, un jour banal après l'autre. Pas de réhabilitation, pas de justice, juste la survie. Parfois, c'est déjà une victoire.